La coronaropathie représente la première cause de mortalité en premier plan. Donc, on invite professeur Borhla, elle est cardiologue, elle est au CHU Parnay, pour nous donner la particularité de la coronaropathie chez le diabétique. Chers maîtres, chers collègues, bonjour à tous. Je tiens à remercier le professeur Haddam et le professeur Fedala pour leur invitation à cette journée de formation qui s'annonce riche et bénéfique. Je tiens à remercier aussi le comité d'organisation pour cette organisation excellente et le programme ainsi que la qualité du programme. Et là, je vais vous parler mon topo donc il va porter sur une double pandémie qui est le diabète et les coronaires, deux pathologies intimement liées, mais qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ainsi donc, on voit que dans les prévisions mondiales de la prévalence du diabète ou de la fréquence du diabète, souvent ces prévalences marquent on va dire un petit retard par rapport à l'estimation. Donc à chaque fois, l'estimation elle est plus précoce ou les résultats ou le taux de nombre de diabétiques est précoce par rapport à l'estimation prévue par l'OMS et les sociétés savantes. La maladie cardiovasculaire, première cause de morbidité et mortalité dans le monde, et le diabète constitue la première cause de cette maladie cardiovasculaire. Suite à cela, 2/3 des patients diabétiques décèdent de leur cœur, de maladies cardiovasculaires, dont 40 à 50% de maladies coronaires. Et le diabète constitue le premier facteur de risque indépendant des maladies cardiovasculaires. Dans un papier récent, les maladies coronariennes représentent 60% des troubles métaboliques glucidiques et même au stade d'insulinorésistance, l'incidence des maladies coronaires est élevée. 1% d'élévation d'hémoglobine glyquée engendre une augmentation de 11 à 16% de maladies, d'événements cardiovasculaires, comme ça engendre aussi une augmentation des maladies athéromateuses et de la mortalité cardiovasculaire. Alors tout ceci constitue est en rapport avec cette maladie athérosclérose qui est une véritable tempête initiée par un chaos métabolique. Et que l'on voit sur cette plaque, il commence à partir de l'hyperglycémie, l'hyperinsulinisme et la résistance à l'insuline, donc avant même le début de la constitution de l'athérome et avant l'apparition du diabète. Donc déjà au stade d'hyperinsulinémie, il y a une hypertrophie cellulaire au niveau de la cellule musculaire du cardiomyocyte et de la cellule vasculaire, une hypertrophie donc de la cellule musculaire lisse il va suivre la déviation du métabolisme glucidique vers le métabolisme des lipides, la véritable lipotoxicité qui va engendrer elle-même l'augmentation des radicaux libres, le stress oxydatif connu avec détérioration et dysfonction mitochondriale, associé à cela toutes les réactions inflammatoires qui vont engendrer la rentrée et l'engagement, les modifications au niveau des monocytes, des macrophages et des lymphocytes, et à l'occasion d'un stress pariétal, une érosion ou une rupture de plaque, la formation de l'athérome et le syndrome aigu auquel le clinicien assiste. Alors tout cela, dans la particularité chez le diabétique, c'est que la chape fibreuse de l'athérome, elle est fragile. Cette fragilité, elle est due à la richesse donc des éléments de l'inflammation, notamment des lymphocytes, l'augmentation des phénomènes prothrombotiques chez le diabétique. Tout ceci va contribuer
à l'apparition d'une athérosclérose beaucoup plus importante. Les lésions du coronarien diabétique, elles sont beaucoup plus diffuses, elles sont graves, elles sont sévères. Elles commencent à partir des troncs supérieurs jusqu'à la périphérie. Les lésions sont souvent plus complexes et donnent du fil à retordre aux angiographistes. Les complications sont souvent fréquentes, présentes et graves, notamment s'accompagnent d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance rénale. Les sténoses, même après réparation, les phénomènes de resténose et de thrombose sont plus fréquents, sans oublier aussi les phénomènes de facteurs ou les facteurs de risque souvent associés chez le diabétique. Alors, la liaison entre diabète et maladie athéromateuse, ici dans un papier français, retrouve, évalué par l'angiographie, retrouve que les lésions athéromateuses, l'extension de l'athérome et les phénomènes thrombotiques sont plus fréquents chez le patient diabétique. Et comme facteur prédictif au phénomène aigu et à la thrombose, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a l'hypertension, mais surtout le diabète avec un autre ratio qui dépasse les deux. Alors, dans un travail réalisé à l'hôpital Parnay, justement par le professeur Bourrillois, donc sur le coronarien, il retrouve le diabète représente dans la série de coronariens, plus de 500 patients, retrouve le diabète comme un facteur prédictif indépendant des maladies coronaires avec un odds ratio de 2. Un autre travail, justement, réalisé récemment, il va favoriser cette maladie athéromateuse. Donc, chez le diabétique, les événements cardiovasculaires et les MACE sont beaucoup plus importants chez le patient diabétique. Et ceci a été justement retrouvé dans cette belle étude qui a évalué les patients diabétiques, non diabétiques, répartis en trois groupes. Les patients avec des lésions coronaires saines, lisses. Deuxième groupe avec des patients avec des lésions coronaires à moins de 50%. Et troisième groupe, des lésions supérieures à 50%. Et là, dans cette étude, les lésions coronaires existent chez le diabétique et sont responsables d'événements à partir donc de déjà l'apparition de l'athérosclérose. Donc, ce n'est pas le patient qui arrive à la sténose serrée qui va être responsable des complications, mais déjà à un stade précoce de l'athérosclérose. Alors, diabète et maladie athéroscléreuse, souvent, c'est des patients qui restent asymptomatiques ou peu symptomatiques. Ils ont souvent plusieurs facteurs de risque. Ils ont en général de la macro- et la micro-angiopathie. D'où les recommandations de faire le dépistage chez ces patients dès qu'on a un contact avec le patient coronarien, que ce soit un stade de coronaropathie chronique ou coronaropathie aiguë. Il faut faire le dépistage et commencer le traitement à partir d'une hyperglycémie supérieure à 2 grammes par litre. Et dans les recommandations, il faut aussi commencer à faire l'évaluation du score de diabète chez ces patients-là, même avant l'apparition de la coronaropathie, de maladies coronaires avérées et avant l'apparition de la souffrance d'organes cibles, d'atteinte d'organes cibles. Alors, chez le diabétique, l'évaluation de son risque, d'emblée, le diabétique commence à être à haut risque. Son risque est déjà modéré très précocement, c'est-à-dire un diabète qui date de moins de 10 ans. C'est des patients qui ont un risque qui est entre 5 et 10% à 10 ans de faire des événements cardiovasculaires. Un patient, donc les patients à haut risque, c'est des patients qui ont du diabète avec un risque entre 10 et 20%, sans atteinte d'organes cibles et sans maladie athéroscléreuse. Mais dès qu'il y a la maladie athéroscléreuse, c'est des patients qui sont déjà à très haut risque cardiovasculaire.
Longtemps, historiquement, la prise en charge du diabétique s'est concentrée sur son objectif glucométrique, donc la cible de l'hémoglobine glyquée inférieure à 7,5%. Et cette cible a permis, le traitement donc, strict du diabète, a permis de réduire la microangiopathie. Mais qu'en est-il de la morbimortalité cardiovasculaire, sachant que 2/3 des patients diabétiques décèdent de maladies cardiovasculaires et 50% de leur coronaire. Alors l'apparition d'un nouveau paradigme dans la prise en charge du diabète et des complications cardiovasculaires reflétées par ces nouvelles classes thérapeutiques, les glyphlosines et les agonistes des GLP-1. Sur cette plaque, on voit un petit peu quelques études ou les études qui ont été réalisées chez le diabète dans la prévention cardiovasculaire. On voit que les SGLT2 ont permis de diminuer le risque ou le critère principal composite constitué de la mortalité cardiovasculaire, de l'infarctus du myocarde et des AVC. Cette diminution était significative. Et particulièrement avec l'empagliflozine dans l'étude EMPA-ERG Outcome, qui a montré une diminution aussi bien donc, de la mortalité cardiovasculaire, la mortalité totale et les hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque et notamment la néphropathie, l'amélioration de la néphropathie. La même chose aussi pour les agonistes des GLP-1, qui ont montré, toutes les études, ils ont montré la réduction du critère composite, notamment avec l'étude leader avec la liraglutide, qui a montré aussi la diminution donc, de la mortalité cardiovasculaire et la mortalité toute cause. D'où les recommandations actuelles, les patients avec maladie athéromateuse avérée, ou éventuellement une atteinte d'organes cibles, les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes GLP1 constituent la recommandation classe 1, donc niveau de preuve A. Donc il est impératif de prescrire ces deux types de classes thérapeutiques à ces patients-là. Et toujours dans ces recommandations de 2023, donc SGLT2, agoniste GLP1, indication chez les patients athéromateux, chez les patients qui n'ont pas d'atteinte d'organes cibles ou non athéromateux, c'est-à-dire qui n'ont pas fait d'événements coronariens ou d'athérosclérose. Ces deux classes thérapeutiques peuvent être prescrites mais ne sont pas obligées. Mais dans tous les cas aussi, il y a la metformine qui doit être prescrite ou elle est de recommandation 2A. Qu'en est-il de la revascularisation coronaire chez le patient diabétique avec diabétique coronarien? Le problème s'est posé, est-ce que c'est des patients qu'on va traiter par angioplastie coronaire ou bien par pontage? Et dans les essais antérieurs, le pontage chez le patient coronarien, vu la complexité, est plutôt en faveur du pontage coronarien, vu la diminution de la mortalité avec le pontage. Ces patients, donc, ils sont favorables ou bien ils sont plutôt indiqués, ou l'indication de pontage est réalisée chez eux. La dilatation est plutôt réservée aux patients qui ont des lésions plutôt simples. Mais sachant que le patient coronarien, il a souvent des lésions complexes, il est multivasculaire, donc le pontage reste supérieur. Dans une méta-analyse donc, de 11 essais randomisés, le pontage faisait mieux sur le patient diabétique multivasculaire sur la survie à 5 ans. Une autre étude aussi qui montre la meilleure approche thérapeutique chez le coronarien diabétique par le pontage avec diminution de la mortalité toute cause, diminution des réinfarctus et diminution des AVC. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que
le diabète constitue, en plus d'un facteur de risque indépendant, c'est un acteur principal dans la maladie athéromateuse et l'approche globale et multi-risque permet une meilleure protection plus large et plus complète de ce patient. Au-delà donc du contrôle glucométrique, il faut penser à la protection cardiovasculaire avec éventuellement les nouvelles molécules permettant une approche individualisée du patient diabétique cardiaque. Je vous remercie.